C'est l'heure de l'invité de Paris Direct et aujourd'hui, c'est vous, cette invitée Edith Blay. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24 depuis Montréal au Canada. Vous êtes québécoise, Edith Blay, vous avez 36 ans et vous signez Le Sablier qui vient de sortir en France aux éditions de l'Homme. C'est le récit des 450 jours pendant lesquels vous avez été otage d'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda au Mali. 15 mois de captivité qui se sont terminés par votre évasion et celle de votre compagnon. Il est tard à Montréal. Merci de nous rejoindre sur cette antenne. Vous avez été enlevé à la frontière entre le Burkina Faso et le Bénin. C'était en décembre 2018. Vous êtes alors en voyage sur un continent africain dont vous avez très longtemps rêvé. À quel moment avez-vous compris que votre captivité allait durer ? En fait, au début, ça a été beaucoup à assimiler. Je crois que j'ai compris que ça allait durer vraiment longtemps quand j'ai été séparée de Lucas. J'ai été placée avec Sophie Pétronin, Béatrice et Gloria. Eux, ça faisait plus de 2 ans qu'ils étaient captifs. J'ai compris que ça allait durer vraiment, ça pouvait durer vraiment longtemps. Luca Taketo, votre compagnon, vous allez être ballotté de camp en camp du Burkina, donc au Mali. Vous allez être effectivement séparé de votre compagnon. Vous êtes resté seul, je crois, pendant 6 mois. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? C'est ça, la solitude, le temps, puis pas savoir qu'est-ce qui se passe. Tu sais jamais rien. Les 6 mois que j'ai été toute seule, j'ai été vraiment toute seule sur mon petit territoire parce que moi, j'étais une femme. Eux, ils me regardaient de loin, puis 6 mois assis sous un arbre à attendre, à pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je ne savais pas non plus si Lucas était encore en vie, s'il allait bien, je savais rien. Fait que ça a été comme très dur. Eux, ce sont vos geôliers dont vous dites que vous étiez à la fois leur trésor et moins que rien, parce que vous étiez leur otage. Comment est-ce que vous avez été traité ? On a été traités, ils nous ont bien nourris. On a été traités, ils nous voyaient un peu comme des mécréants, le respect n'était pas là, mais je veux dire, ils nous traitaient bien, ils nous gardaient en vie, puis ils faisaient tout pour qu'on tombe pas malade. Qu'est-ce qu'on puise en soi, Edith Blay, quand on est otage pendant près d'1 an et demi ? Où est-ce qu'on va chercher la ressource pour tenir ? Tu essaies de garder le peu d'espoir que tu as, de sortir. Mais c'est ça, tu sais pas comment que ça peut se passer. Tu penses pas que le gouvernement va payer. Tu sais pas à quoi t'accrocher. On entendait des drones, on se disait qu'il va peut-être se passer quelque chose par rapport à ça, mais c'est ça. T'entends les histoires, les gens, ils sont là depuis 5 ans, 6 ans. Les gens sortent pas. Fait que... C'est ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est ça, tu t'accroches à ça. Vous avez évoqué Sophie Pétronin, cette franco-suisse qui a été libérée en octobre 2020, 6 mois après votre évasion. Vous avez vécu avec elle pendant quelques mois, entre mars et août 2019, dans plusieurs campements différents. Quels souvenirs vous gardez d'elle ? Ah, c'est une femme extraordinaire. Elle est très, très forte. Elle a vraiment été là mentalement pour nous soutenir, tout le monde. Elle a été comme une source d'inspiration pour pas perdre espoir aussi. C'est vraiment une bonne femme, un bon cœur, avec plein d'amour. J'ai vraiment un bon souvenir de Sophie, très intelligente. Et puis je crois Edith Blay, qu'elle vous a fait un cadeau qui vous a beaucoup servi. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivée avec les femmes, j'ai vu qu'elle avait un stylo. Puis pour moi, c'était un trésor de pouvoir... Ça a été... Pour moi, c'était tellement gros que ça a pris 2 semaines avant que j'aie le courage pour lui demander de l'utiliser. Elle me l'a prêté avec joie. Puis j'ai commencé à écrire des poèmes. On trouvait des bouts de carton sur les boîtes à thé ou les boîtes de sardines. Puis j'écrivais des poèmes...
Puis ça, elle m'encourageait, elle me prêtait son stylo, elle me disait d'écrire à tous les jours, que je devrais sortir, que je devrais faire un recueil de poèmes en sortant. Ça m'encourageait. Puis ça me permettait de m'évader, d'aller à quelque part dans ma tête. Ça me faisait du bien. Parmi les choses donc qui vous ont permis de tenir, il y a effectivement ces poèmes que vous avez fini par publier dans votre livre. Je crois que vous avez fait du yoga, vous avez essayé de faire un peu de sculpture, vous avez eu quelques nouvelles de vos proches et puis au bout d'un moment, vous apprenez que votre compagnon, Luca, s'est converti à l'islam. D'abord, vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes plutôt dans une attitude de rejet. Et puis peu à peu, vous aussi, vous vous convertissez à votre tour. Dans quelle idée l'avez-vous fait? C'est ça. Je pense que le seul espoir que j'avais pas vraiment l'espoir de pouvoir sortir. Je savais pas comment ça pouvait arriver. Le seul espoir que j'avais, c'était d'être remis avec Luca. C'est à ça que je m'accrochais. Puis je savais que ça allait pas arriver si lui était converti, puis pas moi. Parce qu'on disait depuis le début qu'on était mari et femme. Fait que dans le mince espoir qu'on nous remette ensemble, je me suis dit, bon, ben, écoute, je vais y aller. Je vais jouer le tout pour le tout. Je me suis convertie. Puis effectivement, ça a marché parce qu'une semaine après, on nous a remis ensemble. En mars 2020, Édith Blé, vous vous échappez tous les deux, vous vous évadez du campement où vous avez été réunis. Ça paraît tellement fou que certains ont même douté de la véracité de votre récit. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, que vous avez réussi à marcher jusqu'à Kidal? À quoi on pense? À quoi ça tient? Ben, c'est un coup de dé, un coup de chance. Tout c'est un peu. Il y avait comme une bonne lune. La lune, je pense que la pleine lune, ça faisait 3 jours qu'elle était passée. Et qu'on avait assez de temps pour s'enfuir à la noirceur, puis avoir après ça une pleine lune pour pouvoir se diriger. On a choisi la bonne direction. On avait choisi l'ouest en espérant qu'on tombe peut-être sur une route. Puis effectivement, on est tombé sur une route le matin. Après, ça faisait peut-être 8 heures qu'on marchait. Puis il y a eu 3 camions qui ont passé, puis le 3e s'est arrêté. Ils nous ont pris. Fait que c'est vraiment un coup de chance. On a été vraiment très, très chanceux. Puis habituellement, les joailliers, ils retrouvent les otages, parce qu'il y en a plusieurs qui essaient, à cause des traces qu'ils laissent dans le sable. Mais nous, il y avait un vent de sable la nuit. Puis c'était tellement fort que ça balayait toutes les traces qu'on faisait. Je pense que grâce à ça aussi, ils n'ont pas réussi à nous retracer puis à nous retrouver tout de suite. Et c'était pour vous la fin du calvaire. Ça fait 1 an et demi que vous vous êtes évadé, que vous avez retrouvé votre vie. Comment est-ce qu'on revient à la vie? Qu'est-ce qu'on fait de cette expérience après, dans sa vie? Ah, ça fait du bien. J'étais tellement convaincue que j'allais être là au moins jusqu'à 40 ans que là, maintenant, j'ai comme l'impression d'avoir du temps boni. Puis j'en profite, là. C'est ça. On dirait que je vois la vie vraiment différemment, puis je profite vraiment de mon temps ici, puis de ma famille, de ma liberté. Je prends des marches, je me promène dans la nature, puis je suis juste comme... C'est beau. Je suis vraiment contente d'être libre. Et puis je crois que vous allez repartir en voyage en Amérique du Sud. Merci beaucoup Édith Blé d'avoir répondu à nos questions depuis Montréal au Canada. Je rappelle le titre de votre livre, Le Sablier, qui vient de sortir en France aux éditions de l'Homme. On a une pensée également pour notre confrère Olivier Dubois, journaliste à Libération, qui a été enlevé il y a quelques semaines à Gao, au Mali. On pense à lui. Merci encore. Et à bientôt dans Paris Direct.